Bon, bah, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Oui. Bon, bah, je suis très content d'être là. Je suis très content. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Ansible, de l'adoption d'Ansible et de l'utilisation dans un contexte avec Debian. Donc, je suis ravi qu'il y ait tout ce monde qui soit là aujourd'hui. J'ai prévu de faire la présentation en français avec des diapos qui sont en anglais. Et s'il y a besoin, soit pendant, soit après, de clarifier pour des personnes qui ne sont pas francophones, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne parlent pas français? Bon, ben, ça résout tout de suite la question. Is there someone who doesn't speak French? Je ne peux pas le dire dans d'autres langues. Merci. Donc, je m'appelle Jérémy Lecourt, je fais partie d'Evolix. C'est donc une entreprise qui fait de l'hébergement et de l'infogérance à base de logiciels libres. On existe depuis 2004. On est une petite vingtaine de personnes. Un certain nombre d'entre nous est même présent dans la salle et tout le long du week-end. On a donc des bureaux à Marseille, donc en France, et au Canada, et on a une présence, on va dire, informatique dans des data centers à plusieurs endroits. Et on gère aujourd'hui environ 750 serveurs pour un parc client d'environ 120 clients. Et d'ailleurs, du coup, la plupart de nos serveurs, la très 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 grande majorité, est gérée avec Debian et depuis toujours. Donc Evolix, notre métier, c'est l'infogérance. C'est de prendre soin des serveurs, que ce soit les nôtres, mais surtout ceux de nos clients. Et donc on a donc cette infrastructure qui est basée sur 4 data centers et on opère notre propre réseau. Il y avait notre numéro d'AS dans la diapo précédente. On fait aussi de la formation, on fait aussi du conseil dans la mise en place des infrastructures, dans l'évolution, dans le suivi des montées en charge, etc. Et on a une équipe donc, de sysadmin qui est à Marseille, un petit peu aussi du côté d'ici de Toulouse, et aussi une équipe au Canada. Mais du coup, avec comme ça deux grands fuseaux horaires, on arrive à avoir une plage d'amplitude très importante et de pouvoir faire réellement du 24/7 dans le suivi et dans les interventions. Quelques mots-clés, donc Linux, évidemment, les infrastructures web, la haute disponibilité, la virtualisation, la containerisation et l'automatisation au travers d'Ansible, avec Ansible. On a, donc je disais, environ 120 clients. C'est surtout des web agencies, des startups qui mettent en ligne des produits. On a aussi pas mal de médias. Et on a la chance de pouvoir choisir nos clients. Donc on essaye de bien s'entendre avec eux et de faire des choses qui plaisent à tout le monde et qui marchent bien. Donc là, vous avez une petite photo de l'équipe. On est une équipe qui a une grosse culture sysadmin. Donc on fait évidemment beaucoup de bash, pas que, mais on fait beaucoup de bash. Et on utilise et on produit, surtout on utilise 100% de logiciels libres et on en produit, on contribue le plus possible. On essaye d'avoir aussi un esprit communautaire et d'être présent dans beaucoup d'événements. On était présent cette année notamment, pas uniquement, mais au FOSDEM, Web à Québec, Sudweb et d'autres, et notamment la DebConf à Montréal. On a aussi on essaye de cultiver des valeurs fortes de transparence. On partage toute notre documentation, tout notre savoir-faire sur un wiki qui est public. On a également une forge sur laquelle on publie du code source, à laquelle vous pouvez accéder évidemment librement, partager, l'utiliser, etc. Et aussi, là, on recrute à peu près tout le temps, mais là en particulier un poste d'ambassadeur client pour renforcer notre relation humaine avec nos clients. Comment est-ce qu'on installe Debian depuis le début et la progression? On a démarré évidemment par les installations manuelles. On rentrait nos médias d'installation et puis on suivait les étapes et puis on configurait et puis on avait un serveur qui allait bien. Et puis il a fallu ensuite multiplier le nombre de machines. Donc on a commencé à codifier certaines bonnes pratiques. C'est les prémices du wiki. Et ensuite, on faisait donc un peu d'une sorte de copier-coller pour reproduire des choses qui se ressemblaient d'une fois sur l'autre. On a aussi mis en place des scripts qui nous permettent de faire une sorte de contrôle technique sur presque plusieurs centaines de points importants.
script qui est exécuté encore aujourd'hui très régulièrement, au moins une fois par semaine, et qui nous envoie des rapports sur des choses qui ont soit dérivé, soit qui ont mal été mis en place ou oubliées. Mais ça nous sert beaucoup. Et on a aussi, à partir d'un certain moment, mis en place un script d'install écrit en shell. Son petit nom interne, c'est Evolinux, hein, et cette première version était complètement écrite en shell et nous permettait d'installer rapidement et plus facilement, et d'installer après l'installeur Debian, mais du coup de nos bonnes pratiques, nos configurations types, etc. L'amélioration constante, c'est quelque chose qui est donc très important pour nous et qui nous semble être important pour toute personne, pour toute carrière, pour toute entreprise, d'être capable de se questionner sur ces pratiques, de savoir si elles sont toujours valables, s'il y a des nouvelles choses qu'on peut acquérir, s'il y a des modifications dans nos workflows, etc. Que ce soit sur des aspects technologiques ou des aspects d'usage, et de pouvoir en intégrer certaines. Est-ce qu'on est trop occupé pour s'améliorer? C'est un souci. C'est une question qu'on se pose. À quel moment est-ce qu'il faut qu'on essaye de quand même réinventer la roue ou d'adopter une roue qui a été inventée qui marche mieux que celle qu'on a, mais en même temps pas tomber dans le travers de ne faire que ça, faire de l'introspection et que adopter des nouvelles technologies, et puis 2 mois plus tard en adopter une autre, puis une autre, puis une autre, parce qu'on perdrait la productivité. Donc une des clés, notamment quand il va s'agir d'automatisation, ça va être l'équation du temps. Quel temps me prend une certaine tâche? Combien de fois je sais ou je prévois d'avoir à l'exécuter? Et ça, et combien de temps ça me prendrait de faire le travail pour l'automatiser? Et avec cette équation-là, ça peut nous guider sur le fait de se lancer ou non dans une tâche d'automatisation. Et donc, du coup, nous, on a choisi, dans un contexte d'administration système, pour un des aspects de notre amélioration constante, d'adopter des outils d'automatisation et des pratiques et des habitudes. Donc, dans quel genre de situation ça peut s'appliquer, l'automatisation? La première qui nous paraissait assez évidente, c'est les tâches manuelles. Les tâches manuelles, ça va être une perte de temps de la réexécuter N fois, puisqu'on l'a déjà fait une première fois. Enfin, vraiment, il y a un aspect linéaire qui nous conduit à une vraie perte de temps. Une certaine fatigue opérationnelle, hein, c'est pas stimulant. Ça introduit des bugs, ça introduit des défauts, et notamment dans le fait que la répétition fait disparaître la créativité et qu'on est toujours, alors soit par erreur parce qu'on ne se concentre plus, soit parce qu'on va chercher à rajouter des nouvelles choses. Enfin, voilà, on diminue la qualité comme ça, et donc on a ce problème de qualité. Donc une des solutions, c'est d'automatiser. Dans l'informatique, on a volontiers tendance à faire de l'automatisation parce qu'on a tout sous la main pour le faire. On a des ordinateurs qui sont des machines qui peuvent faire les choses qu'on leur demande de faire. On a des langages de programmation, on a des outils. Et du coup, en mettant ça à profit, on va pouvoir faire travailler la machine à notre place et consacrer notre énergie ou notre créativité ou notre temps à d'autres tâches. Et du coup, on a démarré une migration progressive de certains de nos outils du shell vers Ansible. Donc le shell, c'est très très bien. On aime beaucoup le shell, on l'utilise énormément, mais c'est quand même un outil qui est bas niveau. Et c'est un outil qui est très générique. Donc avec le shell, on va quand même puisque c'est un outil bas niveau et générique, on va pouvoir faire énormément de choses. Simplement, on va devoir tout faire à la main. Par exemple, le fait de tester si une action doit être faite ou pas en fonction de la situation de ce qu'il y a sur le serveur, tel fichier présent ou pas, telle ligne présente ou pas, on va devoir l'écrire soi-même. Et c'est forcément complexe, verbeux, etc. Et on s'est rendu compte finalement que utiliser des outils dédiés qui vont avoir préparé le travail sur ces aspects-là, ça va nous permettre d'automatiser et d'aller plus vite et être plus efficace. Pour nous, les trois avantages majeurs de l'automatisation, ça va être l'efficacité, l'homogénéité et la vitesse.
L'efficacité et l'homogénéité vont ensemble. À partir du moment où on a travaillé, on va dire, dans notre petit labo, qu'on a supprimé nos bugs et qu'on a quelque chose qui fonctionne, eh ben, il va fonctionner toujours de la même manière. Donc, il n'y aura pas de défaut et le résultat sera homogène d'un serveur à l'autre. Si c'est la même tâche qui a été exécutée, on obtient le même résultat. Et la vitesse, évidemment, la machine travaille plus vite que nous. Elle est capable de paralléliser, elle est capable d'enchaîner les tâches plus rapidement. Donc, on a bien ces trois avantages qu'on va retrouver dans toute la question de l'automatisation. Donc, où est-ce qu'on démarre? Parce qu'on ne va pas forcément passer du jour au lendemain tout casser, tout reconstruire et s'arrêter de travailler pendant 6 mois, parce que c'est évidemment pas du jour au lendemain. Et dans notre contexte de sysadmin, bah, ça va être des tâches urgentes, par exemple, qu'on va automatiser les premières. Par exemple, l'application d'un patch de sécurité, à partir du moment où, surtout si on a pu le savoir à l'avance et qu'on a pu se préparer, mais le délai d'application de ce patch de sécurité est important, donc l'automatisation va nous aider. Si on est averti qu'une personne qui a des accès importants à un système s'est fait dérober ses accréditations, et ben, il va falloir aller les révoquer rapidement pour éviter une compromission des serveurs. Donc ça, ce sont des tâches urgentes. On a aussi des tâches répétitives, celles pour lesquelles le délai de réactivité n'est pas le plus important, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la répétition nous ennuie et conduit à des erreurs, comme par exemple rajouter une IP autorisée sur des centaines ou des milliers de machines, ou bien par exemple mettre à jour des mots de passe, ou rajouter des comptes, ou supprimer des comptes quand il y a un collaborateur qui s'en va, ou quelqu'un qui arrive, etc. Voilà, il n'y a pas d'urgence, mais c'est répétitif et ce n'est pas intéressant. Il y a aussi des tâches de type clonage. Quand par exemple on veut rajouter un nœud, je dirais par exemple Elasticsearch dans un cluster, un ou plusieurs nœuds, si on a codifié la manière de configurer et de démarrer les nœuds actuels, et ben en rajouter des nouveaux, c'est très propice à l'automatisation. De même que l'installation d'instances applicatives. Donc nous, on héberge par exemple des instances de Redmine ou de WordPress sur des serveurs mutualisés pour ça. On a bien codifié la configuration, les optimisations, la sécurité, les performances, tout ça. Donc on va être capable d'en créer des nouvelles assez rapidement comme ça. Ou bien lorsqu'on a des environnements qui font de la haute disponibilité, où on a de nombreux frontaux web, par exemple, derrière un load balanceur, en rajouter un, en enlever un, etc. Pareil, tâche très, très propice à l'automatisation. Donc on a décidé de se lancer et de commencer à réécrire nos outils et notre workflow autour de l'automatisation. Et on a choisi Ansible. Donc Ansible, c'est d'abord un projet qui est complètement open source, qui est géré par Red Hat, donc on n'utilise que des logiciels open source, donc celui-là était éligible. Il a également, et c'est important quand on parie les ressources de l'entreprise sur du temps, la fiabilité, etc., d'avoir confiance sur la durée de vie du produit, parce qu'on ne sera pas forcément en capacité, nous, de maintenir un produit qui aurait été abandonné par son équipe de création initiale. Heureusement, autour de Ansible, il y a un business model sain, qui est géré par Red Hat, qui vend du service autour de tout ça, et on a toutes les raisons de penser aujourd'hui que c'est un produit qui est là pour durer, qui est là pour être, qui est fait pour être là longtemps. Et on a aussi une grosse communauté d'utilisateurs et de contributeurs. Donc c'est un projet qui est vivant. Et voilà. Donc pour nous, tous les indicateurs sont vraiment au vert par rapport à ça. Ansible sur Debian, donc le lien vraiment avec le système qu'on aime et qu'on utilise. Actuellement, la version 2.2 d'Ansible est disponible pour Stretch et pour JC Backport. La version 2.2, ce n'est pas la dernière sortie, mais elle est déjà, elle n'est pas si vieille que ça, et elle est très pratique, c'est celle qu'on utilise nous. On a du 2.4 qui est la dernière version véritablement d'Ansible, qui est disponible, qui sera disponible pour Buster, en tout cas qui est déjà disponible dans les dépôts, et qui est disponible pour Stretch en backport. Donc si on veut être vraiment au fait des dernières nouveautés d'Ansible, on peut le faire avec ces paquets-là. Quelques aspects importants, on va dire, d'Ansible. Le premier, on va dire, c'est l'idempotence. Donc pour ceux qui connaissent un peu le concept sous sa forme mathématique, vous allez voir. Sinon, l'idée, c'est que
lorsqu'on applique une fonction sur un objet et qu'on réapplique encore une fois la fonction sur le résultat de l'application précédente, eh ben, on obtient toujours le même résultat. Par exemple, si vous appliquez la fonction valeur absolue sur un nombre et que vous réappliquez une nouvelle fois, vous aurez toujours la valeur absolue du départ. Donc dans un contexte de sysadmin, ça veut dire que ce ne sont pas les actions qu'on va exécuter les unes après les autres, c'est le résultat qui compte. On va codifier le résultat et l'outil va nous aider à atteindre ce résultat d'une manière ou d'une autre selon l'état de départ sur le serveur. Et pour nous, c'est vraiment une killer feature, à défaut d'un meilleur terme en français, mais c'est vraiment un aspect extrêmement important parce qu'on réfléchit vraiment au résultat et on se facilite la tâche une fois qu'on a vraiment changé notre état d'esprit. On reviendra sur cet aspect-là. Ansible, c'est un outil qui est modulaire, par opposition à un outil monolithique fixe. Ça n'est pas donc un produit qu'on va lancer, qui va nous proposer une interface avec des boutons et cette chose est finie jusqu'à ce que les créateurs du logiciel veuillent bien le faire évoluer. C'est au contraire plutôt un outil donc modulaire qui va proposer tout un tas d'éléments de base, tout un tas de concepts, et qu'on va pouvoir utiliser à notre manière, les composer, les arranger. Et du coup, finalement, ça se comporte beaucoup plus comme un langage ou comme un framework que comme un outil fini. Et ça, c'est important parce qu'on a quelques limites proposées par ce qu'il y a dans le logiciel quand on le récupère, mais on peut l'étendre et le modifier quasiment à l'infini. Et ces différents éléments de base, on va commencer par exemple par les modules, qui est l'élément le plus intéressant. Alors un module, c'est rien d'autre que du code Python, parce que Ansible est écrit en Python. Mais un module, c'est quelques lignes ou quelques dizaines de lignes de Python, et qui vont avoir la responsabilité de faire une couche d'abstraction par rapport au contexte dans lequel ça s'exécute. Donc ça peut être des OS différents. Par exemple, lorsqu'on veut démarrer un service sous Debian, quand on utilise systemd, il y a des commandes particulières, mais il y a d'autres lanceurs de services dans tout un tas de variantes de Linux et encore d'autres OS. Et Ansible va proposer un module de gestion de service qu'on va pouvoir arrêter, démarrer, redémarrer, etc. Et donc, il y a une abstraction véritablement. C'est aussi l'élément qui va assurer l'idempotence. Parce que tous ces tests de présence ou non du fichier, de présence ou non de la ligne, de quels sont les droits, est-ce que je les change ou pas, tout ça est incorporé, programmé en Python, incorporé dans les modules qu'on utilise. Et une fois qu'on utilise le module, on n'a plus à se soucier de comment est-ce que je fais cette idempotence. C'est le module qui s'en charge. On a donc tout un ensemble de modules, il y en a plusieurs centaines qui sont fournis par le logiciel. À chaque version, chaque nouvelle version, il y en a d'autres, des nouveaux. Et on peut également en créer soi-même. C'est du Python, c'est assez simple, il y a des tas d'exemples. Et donc on peut faire des choses qui n'existent pas aujourd'hui dans le logiciel. Alors on a également d'autres concepts. Je vais passer un peu rapidement, mais on a des tasks et des handlers qui sont en fait le moyen d'invoquer un module en fournissant un contexte d'exécution, des arguments, des paramètres, des variantes, etc. On a aussi des templates, donc avec un langage qui est issu de l'univers Python, mais qui va nous permettre de créer des fichiers avec des variables ou avec de la logique. Si telle variable est présente, alors je mets tel bloc de configuration ou des choses comme ça. On a aussi la notion d'inventaire. Donc l'inventaire, il peut être simple, mais il est aussi extensible et il peut même être dynamique. Donc le principe de l'inventaire, c'est quelle est la liste des machines que je connais, sur lesquelles je suis capable de me connecter, éventuellement de créer des groupes, créer des sous-groupes. Donc par exemple, si on veut exécuter des tâches sur toutes les Debian 8, par exemple, on pourrait créer un groupe qui contient toutes les machines qui sont en Debian 8, etc. Donc l'inventaire, il sert à Ansible pour savoir où se connecter et où exécuter les tâches. Et nous, par exemple, notre inventaire, il existe depuis très longtemps. C'est notre annuaire LDAP dans lequel toutes nos machines sont référencées avec tout un tas de métadonnées, tout un tas de modes de connexion renseignés, etc. Et en fait, on a branché Ansible sur cet inventaire pour pouvoir faire nos déploiements et nos actions. On a aussi la notion de rôle. Donc un rôle, c'est un petit peu comme un paquet. C'est un paquet qui va incorporer des tasks, qui va incorporer des handlers, qui va incorporer des templates, qui va incorporer des métadonnées, éventuellement des tests, etc. Et c'est ce qui va nous permettre de faciliter la réutilisation.
Donc, par exemple, on a un exemple ici avec l'arborescence du rôle qu'on a créé pour MySQL. Donc, on voit dans chacun des dossiers hein, les tasks, les templates, les handlers, etc. Et dans les tasks, par exemple, on va avoir des aspects qui concernent l'installation des paquets, la configuration, la gestion du monitoring, etc. Et tout ça mis ensemble dans une arborescence qui est conventionnelle, et donc on va pouvoir retrouver dans les autres rôles, y compris ceux qu'on n'a pas fait nous-mêmes, permet de facilement s'y retrouver et de réutiliser les rôles qu'on fait. Et enfin, par-dessus tout ça, on a la notion de playbook. Donc le playbook, c'est ce qui va définir le contexte d'exécution globale. Justement, quel inventaire est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on se connecte aux machines en parallèle ou pas, en mode debug ou ci ou ça? Mais qui va surtout organiser les tâches et les rôles en disant, par exemple, si je veux installer un serveur web typique, eh bien, je vais peut-être faire des éléments de tuning au niveau du kernel, par exemple, et puis je vais installer un serveur Apache, et puis je vais installer une base de données, et puis je vais installer un reverse proxy, et puis je vais, etc., etc. Et tout ça, ça peut être des rôles ou des tâches qu'on a créées par ailleurs, qu'on a centralisées, et qu'on va organiser. C'est vraiment le chef d'orchestre de l'exécution des actions. Autre aspect très très important, en tout cas pour nous, c'est le fait que Ansible n'a pas d'agent. Alors un agent, c'est en général quelque chose qui fonctionne sur les serveurs, qui tourne, un process ou un démon qui va tourner en permanence et qui va être à l'écoute d'ordres qui lui sont envoyés. Ansible ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a rien qui reste en permanence sur les serveurs qui sont gérés temporairement ou durablement avec Ansible. Il n'y a pas de process qui tourne de manière privilégiée, il n'y a pas de port ouvert au niveau des firewalls, etc. Ansible se sert uniquement d'une connexion SSH à la demande lors de l'exécution. Donc si on sait faire une connexion SSH avec une normale, on saura s'y connecter avec Ansible de manière automatisée. On a extrêmement peu de dépendance, on n'installe rien de lié à Ansible sur les serveurs, on a juste besoin d'un interpréteur Python. Sous Debian, c'est déjà là. On a juste un Python apt à rajouter dans les paquets pour si on veut utiliser, installer des paquets Debian avec Ansible. Mais c'est la seule dépendance. Et en fait, Ansible va se connecter en SSH, pousser du code Python dont il a besoin, l'exécute. Ce code est ensuite enlevé et c'est fini. Il n'y a pas de trace de notre exécution. Ça permet de l'utiliser graduellement, c'est-à-dire de faire des toutes premières actions non intrusives et non destructives pour voir comment ça marche, etc. Et puis progressivement de l'utiliser de plus en plus. C'est un peu le satisfait ou remboursé de l'automatisation. Si on décide d'arrêter, il n'y a pas de trace, il n'y a pas d'artefact, il n'y a rien qui reste. Pour nous, c'est aussi une killer feature parce que quand on a commencé à utiliser Ansible, on avait déjà des centaines de serveurs sur des environnements très hétérogènes et on ne voulait pas se mettre à uniformiser un agent partout, installer tout ça. Alors là, ça décrivait une situation non centralisée. On peut aussi, en utilisant Ansible Tower ou le projet AWX, Ansible Tower, c'est donc un projet de Red Hat, qui est un produit commercial. Hein, il y a du support, il y a de la licence autour de tout ça. Et AWX Project, c'est l'émanation open source libre qui est strictement similaire. Simplement, il n'y a pas de support. On peut l'installer chez soi, etc. Et ça va permettre de la centralisation. Ça va être en fait une sorte de tour de contrôle pour gérer les inventaires, gérer les déploiements, gérer des automatisations d'automatisation, etc. Voilà, c'est quelque chose que nous, on n'a pas utilisé encore jusque-là, parce que ça ne correspond pas trop à notre façon de faire, mais ça peut être intéressant dans certains cas. C'est donc le business model de Red Hat qui fait que ça peut exister. Mais encore une fois, la version libre. Alors avec Ansible, on peut vraiment aboutir à de l'orchestration complexe et sur un spectre très large d'utilisation qui va pouvoir démarrer par exemple avec du provisioning. Provisioning, pour nous, ça veut dire par exemple se connecter à un compte Amazon, créer des instances EC2 avec une certaine AMI, obtenir les clés SSH et avoir déjà quelque chose d'existant, mais ça peut être aussi du conteneur, ça peut être aussi des VM, ça peut être aussi plein de choses. Par-dessus laquelle ensuite on va faire de la configuration, donc ça c'est l'usage le plus courant, hein. On se connecte, on installe les paquets, on applique des fichiers de config, on redémarre des services, etc. Mais on sait aussi faire du déploiement, c'est-à-dire qu'on va être capable par exemple d'aller récupérer du code source applicatif, de l'installer avec une certaine arborescence, de redémarrer les services après coup, et éventuellement d'enlever des frontaux applicatifs du load balancer pour pouvoir les casser temporairement et puis les remettre dans le load balancer, etc. Tout ça, tout ensemble, ça nous permet une véritable orchestration dans la gestion de l'infrastructure avec vraiment des choses qui sont
qui sont assez avancées avec des contrôles, des conditions dans l'exécution de ces choses-là. On peut parler par exemple de blue-green deployment, quand on veut préparer des nouvelles machines et quand elles sont validées, elles remplacent les anciennes et du coup on a une rotation comme ça, plutôt que d'aller appliquer en prod directement, etc. Quelques autres astuces, fonctionnalités ou éléments de l'écosystème qu'on aime bien avec Ansible. L'option diff, elle va montrer toutes les différences qui seraient appliquées. Donc, par exemple, si on a une action qui va rajouter des lignes dans un fichier de conf, on va pouvoir voir quelles sont les lignes qui ont été rajoutées, si le service a été redémarré ou pas, effectivement. Enfin, on a un mode très verbeux. On a aussi le moins check qui permet en fait de faire un dry run, de ne pas réaliser les actions, mais de savoir ce qui serait réalisé. Parce que quand il y a un playbook qui tourne, on a la notion de OK, donc il ne s'est rien passé, de changed, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement, il y a eu quelque chose qui a été modifié, ou d'erreur. Et donc là, le mode check va pouvoir nous dire ce qui se serait passé. Et ensemble, le moins diff et le moins check, ça permet notamment de détecter des dérives. Lorsqu'on a un système qui vit longtemps, on va pouvoir se lancer un playbook qui ne fera aucune opération, mais qui dira attention, là, j'aurais modifié le TC host, ou j'aurais rajouté un utilisateur, ou au contraire, je l'aurais enlevé. Ça n'a pas fait l'opération, mais ça a mis en évidence qu'il y aurait eu besoin. ARA, Ansible Run Analysis, c'est un petit peu une version très très simplifiée de Ansible Tower quand la version libre n'existait pas, qui est quelque chose qui se branche sur la sortie des commandes Ansible et qui permet d'enregistrer les sorties, de créer des rapports visuels en HTML, etc. C'est assez joli, c'est assez pratique à utiliser, notamment parce que la sortie d'Ansible, dans le terminal, elle n'est pas super lisible, elle est un peu optimisée pour être automatiquement traitée par des produits et pas par l'œil humain. Mais bon, voilà, donc ça c'est pas mal. On utilise aussi beaucoup Ansible Vault. Alors ça c'est donc directement fourni par le projet Ansible, c'est le moyen qu'on a. Avec ça, on peut chiffrer des fichiers, chiffrer avec du chiffrement AES. Et donc, par exemple, ça nous aide à gérer des secrets, comme des clés SSH, comme des clés privées de SSL, ou simplement des adresses IP, ou des hashes de mots de passe, ou des choses comme ça. Si on partage notre code de playbook sur des dépôts Git, par exemple, on ne veut évidemment pas que ces choses-là soient lisibles, même dans des dépôts Git privés, hein, et donc du coup, on peut les chiffrer. Il y a tout un ensemble d'outils autour de la containerisation pour utiliser du Docker, utiliser du Kubernetes. Alors soit en mode on exécute des commandes, soit en allant directement taper dans les API de ces outils-là, sans passer par SSH. Enfin, il y a tout un écosystème autour de ça qui est très actif et rapidement grandissant. Et un autre usage aussi qu'on aime bien, c'est provisionner des machines de travail ou des portables, hein, avec Ansible. Quand on a un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice qui arrive, on lui installe son PC très rapidement avec Ansible. Ou si justement on veut déployer des modifications de configuration, des upgrades ou des choses comme ça, on peut utiliser Ansible en mode SSH, on l'a dit, mais aussi en mode local. Enfin, voilà, donc les utilisations sur autre chose que des serveurs, c'est très, très possible. Donc notre adoption d'Ansible, je disais, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. On a démarré en 2013 avec un client qui nous a proposé un contexte où il y avait du Puppet, donc un autre outil qui fait de l'automatisation. Puppet ne nous a pas tant convaincus que ça. Par contre, on a été convaincus par l'utilisation d'outils d'automatisation. Donc ça, c'était un petit peu le démarrage. En 2014, ça a été un peu le déclic. On a un de nos collaborateurs qui nous a fait une démo. Ça nous a beaucoup plu. Et là, du coup, on a déclenché une sorte de... Enfin, on a vu qu'il y avait vraiment un intérêt partagé. On a évalué dans quel cas est-ce qu'on pourrait s'en servir. On a évalué aussi ce que ça impliquerait dans les modifications de nos workflows, de nos outils, de nos compétences, etc. Et on a décidé de se lancer. Et pendant à peu près 2 ans, ensuite, on a commencé à utiliser un petit peu des playbooks. Donc, je disais pour des tâches répétitives ou pour des tâches urgentes, sans être trop invasif, sans faire d'installation complète, mais en commençant vraiment à appréhender ça. Et puis finalement, à force d'expérience grandissante, à force de confiance aussi grandissante dans l'outil et dans sa stabilité, dans son modèle, etc., on s'est mis à généraliser et à utiliser sur de plus en plus de serveurs, de plus en plus critiques ou sur des tâches de plus en plus importantes. Et voilà. Et fin 2016, on a démarré le projet qu'on a appelé Ansible Roles chez nous, qui est donc un dépôt public de rôles. Les rôles, ces rôles-là sont la traduction, la codification dans
les outils d'Ansible de nos bonnes pratiques, de ce qu'on a dans notre wiki, de ce qu'on faisait dans nos outils, de ce qu'on faisait dans notre premier script en shell, notre Evo Linux. On a éclaté ça dans tout un tas de rôles. Et ça fonctionne aujourd'hui sur, évidemment, donc la dernière version Stretch, mais aussi Jessie, puisqu'on était principalement sur Jessie quand on a commencé. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on utilise Ansible quasiment pour tout, quasiment partout. Ce n'est pas 100% vrai, mais vraiment pour vraiment beaucoup de choses. On est capable de faire des installations complètes avec Ansible, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est sorti de l'installeur, on n'a pas encore automatisé cette partie-là, une fois qu'on est sorti de l'installeur, on va vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la livraison au client ou à nous si c'est nos serveurs, de la phase initiale. Et on a également recodé donc ce script qui s'appelle Evo Linux et qui était du shell, et maintenant un ensemble de playbooks et de rôles qui nous permet de faire la même chose donc avec Ansible. Et nos clients nous réclament de plus en plus Ansible, soit implicitement parce qu'ils nous demandent le résultat de ce qu'on obtient, la réactivité, la capacité à faire des choses répétitives rapidement et sans erreur, etc., ou l'homogénéité, ou alors explicitement parce qu'ils connaissent, parce que l'outil est de plus en plus populaire et ils nous demandent qu'on leur fournisse, qu'on mette en place ça et qu'on leur fournisse vraiment explicitement ça, notamment quand ils veulent réutiliser en mode dev ou en mode pré-prod la même chose que ce qu'ils ont sur leur serveur de prod, parce que sur le serveur de prod, ils n'ont pas l'accès administrateur complet pour l'extrêmement grande majorité de nos clients, et donc ils veulent pouvoir tester sur les mêmes versions, avec les mêmes pratiques, les mêmes configurations, etc. Donc les enjeux pour nous étaient grands et les obstacles nombreux également. On a donc mis plusieurs années pour passer complètement vraiment en Ansible. La première chose importante qu'on a rencontrée, c'est un changement de paradigme. Le shell, c'est une approche franchement procédurale qui est très ancrée dans la culture sysadmin. Or, Ansible va nous proposer plus une approche fonctionnelle. On va réfléchir aux résultats, on va réfléchir sur les résultats, mettre en œuvre des éléments comme ça qui vont être orientés résultats. Et donc, on a ce changement qui n'est pas forcément trivial pour tout le monde, mais qui nous paraissait quand même intéressant. Mais bon, ce n'est pas à négliger, parce que c'est la conduite du changement dans l'entreprise, c'est pas toujours simple. Et une fois donc qu'on a décidé qu'on allait entamer ce genre de mutation, après cette décision stratégique, il faut embarquer l'équipe avec nous. Donc soit on le fait par la force, ce n'est pas toujours la bonne manière de faire, mais nous, on a décidé d'appliquer plutôt une approche plus souple et plus durable. C'est de s'inspirer du modèle des communautés open source, dans lesquelles on va trouver, on va dire, une core team de créateurs ou de personnes qui ont la vision, qui ont la compétence initiale sur l'outil, sur l'écosystème, et qui vont motiver et embarquer un ensemble plus large de personnes dans l'utilisation et la contribution surtout sur cette chose-là. Donc là, on a le modèle communautaire où tout le monde crée et tout le monde utilise. Et donc à partir du moment où on s'est dit, tiens, ce modèle, il est intéressant, eh ben, on a regardé quelles sont les recettes qui marchent dans les communautés open source pour essayer de les appliquer dans notre adoption de ça, en sachant tous les obstacles qu'on a pu identifier. Donc en insufflant de la motivation, on va renforcer l'appropriation et on va faire en sorte que les gens ne sont pas les autres personnes, ceux qui ne sont pas à l'initiative, ceux qui ne sont pas forcément les premiers convaincus, on va essayer qu'ils ne soient pas dans une situation de consommateur et où on n'aurait pas une équipe qui crée et le reste qui utilise. Et pour ça, on essaye par beaucoup de discussions, par beaucoup d'écriture, par beaucoup de tout ça, de communiquer, de l'enthousiasme et de l'énergie. Ce qu'on constate, c'est que quand on a tout ça, c'est assez contagieux et donc ça marche assez bien. Une bonne documentation, indispensable. Il y a les documentations évidemment des produits, mais on écrit aussi des documentations de conventions, etc. pour faciliter. Établir des conventions. Quelle est la bonne manière, dans notre contexte, selon nos contraintes, de faire telle ou telle chose. Ça, c'est très important.
du pair programming ou du pair sysadmining, pour autant que ça se dise. Ça marche très très bien parce que c'est gagnant-gagnant, à la fois pour celui qui sait un peu plus au départ que celui qui sait un peu moins au départ. On s'enrichit mutuellement de plein de choses. Et on fait aussi chez Evolix ce qu'on appelle des flash conf, évidemment sur Ansible, mais sur tout un tas d'autres sujets. Ce sont des mini-conférences de quelques minutes qu'on enregistre. La plupart ne sont que internes parce qu'on ne prend pas trop de détours sur ce qu'on dit, comment on le dit, est-ce qu'on donne des informations par rapport à des choses un peu non publiques. Mais le mérite de ça, c'est qu'une personne va se mettre derrière son ordinateur avec quelques personnes autour ou pas, d'ailleurs, ça peut se faire de manière asynchrone, et on crée quelque chose de référence que les autres vont pouvoir aller voir et s'appuyer dessus plusieurs jours, semaines ou mois plus tard. Ça marche très très bien et on essaye d'en faire vraiment de plus en plus. Et au travers de tout ça, on va retrouver les mêmes bénéfices qu'on a vus pour l'automatisation, c'est-à-dire l'homogénéité, la qualité et la productivité, en ayant une équipe qui soit bien engagée dans tout ça. Et ce n'est pas que interne, c'est aussi vis-à-vis de l'extérieur. Nos clients s'investissent de plus en plus là-dedans. On leur crée un dépôt Ansible qui est donc privé, évidemment, ce n'est pas quelque chose de public, mais qui est partagé avec eux. Ils ont accès complètement à ça. On a une transparence accrue grâce à ça, parce que donc, les notifications de commit, à chaque fois qu'on commit quelque chose dans le dépôt, ils le voient, ils peuvent le lire, voir ce qui se passe, accéder au code source, faire un clone, etc. Pour ceux qui sont les moins techniques d'entre eux, ils ont une vue d'ensemble. Ils voient qu'on a travaillé sur le rôle Apache ou sur la configuration de telle application, du reverse proxy, de ceci ou cela. Ils ont une vue d'ensemble. Et pour ceux qui sont beaucoup plus techniques, ils peuvent même collaborer activement. On a des clients qui nous soumettent des patchs, etc. Ça marche vraiment bien. Alors automatiser, ça démultiplie les effets. Mais du coup, ça démultiplie évidemment les effets positifs, mais ça peut aussi avoir des effets négatifs. Il faut faire gaffe. Quand l'outil lui-même a une faille de sécurité, il faut faire gaffe à ce que ça peut impliquer dans l'exécution sur des centaines de machines. Il y a eu déjà des failles qui ont été comblées, évidemment, etc. Mais il faut faire attention à ça. Et puis, ça nous fait bien rire, ça, mais faire des erreurs, c'est humain, mais les faire de manière automatique sur des centaines de machines, ça, c'est DevOps. Donc voilà, il faut être prudent, autour de ça. Quand on a plus de capacité, plus de pouvoir, on a plus de responsabilité aussi. Donc, voilà. Une des solutions, c'est tester le plus de choses possible, tester nos automatismes, tester nos scripts, tester nos playbooks. Malheureusement, l'univers du sysadmin manque un peu de culture de test et surtout manque d'outils. C'est probablement ça la cause, c'est qu'on manque d'outils pour faire des tests. Heureusement, finalement, Ansible, c'est plus, je disais, un langage ou un framework ça va ramener, ça va infuser un petit peu cette culture du test et cet outillage qu'on a autour de ça. On peut envisager, du coup, notre infrastructure presque comme du code. Et du coup, on a toutes les pratiques, toutes les habitudes qui peuvent venir autour de ça. La première chose, c'est d'exécuter nos playbooks avec le dry run qu'on a vu tout à l'heure. Donc on ne modifie rien, mais on voit, est-ce que c'est normal qu'il prévoit de faire ce changement ou pas. On peut aussi s'assurer que dans des VM ou dans des conteneurs, par exemple, nos playbooks s'exécutent sans erreur, sans échec. On peut aussi tester l'idempotence de nos playbooks, c'est-à-dire on le rejoue une deuxième fois, il devrait y avoir 0 changement si l'idempotence a bien été prise en compte. On peut aussi tester les régressions. Enfin, ça va nous aider à tester les régressions et ça va aussi nous aider, comme je disais tout à l'heure, à détecter de la dérive par rapport à des configurations validées. On peut aussi faire des tests d'acceptation. Donc là, c'est quand on va dire véritablement, pas simplement que le playbook s'est bien exécuté, mais que tel logiciel est bien à l'écoute sur tel port, que tel utilisateur est bien présent, que telle permission est bien fixée sur tel fichier, etc. On peut aussi vérifier ça avec des outils complémentaires. Et quand on peut, idéalement, on va jusqu'à des tests complets d'infrastructure, c'est-à-dire qu'on monte éventuellement plusieurs serveurs sur des bancs de tests et on va tester leur bon fonctionnement, etc. Donc, le test. Dans un monde parfait, on n'a que des systèmes immutables à base de conteneurs qu'on jette quand on a besoin de faire une modification, une nouvelle version, un déploiement, etc. C'est très bien quand ça peut marcher, sauf que dans la vraie vie, tous les systèmes ne sont pas comme ça.
On a des systèmes avec des bases de données qu'on ne peut pas redémarrer toutes les 5 minutes, avec des serveurs NFS ou avec des serveurs Samba. Et ceux-là, ils ont besoin d'une durée de vie, ils ont besoin qu'on les accompagne dans la durée. Et donc, on va devoir faire de la gestion de configuration. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer la configuration? Soit avec des templates, par exemple, on va créer des configurations monolithiques qui vont écraser tout ce qui est fourni par les paquets. Mais ça, c'est pas très optimal. En tout cas, c'est notre expérience, c'est que c'est pas super optimal. À chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'un paquet, il faut se poser la question, est-ce que les directives ont changé? Est-ce que les valeurs par défaut ont changé? Est-ce qu'il y a des nouveautés, des choses Donc c'est compliqué. Et nous, on a préféré adopter une solution qui est d'utiliser des inclusions ou des surcharges. Il y a, pour garder les fichiers de conf d'origine, en rajoutant nos spécificités, donc avec des surcharges. Voilà. Un exemple ici, par exemple, là, c'est pour MySQL. Le paquet va fournir un mysql.cnf. On ne va pas le toucher. On va rajouter dans ce dossier conf.d un fichier à nous qui s'appelle evolx defaults, dans lequel on met nos bonnes pratiques générales pour MySQL. Et ça, on va être capable de le modifier quand on a besoin de manière automatique avec Ansible. Et on a aussi un fichier custom qui, si pour un client ou un serveur donné, on a besoin de faire vraiment des choses très spécifiques, on peut le faire là-dedans. Et du coup, on a là un outillage très, très souple et très utile pour gérer dans le temps, y compris sur des changements majeurs de version de paquet, pour gérer tout ça. Alors, tous les paquets ne sont pas égaux, hein, y compris dans Debian. On a des cas où c'est possible de fonctionner comme ça, hein, avec par exemple fail2ban, Amavis, Dovecot ou sysctl. Et puis il y a aussi des paquets qui ne nous facilitent pas la tâche ou qui rendent les choses quasi impossibles, ou en tout cas avec des difficultés. C'est le cas de sudo qu'on peut mettre en défaut si on a fait une erreur dans la configuration qui n'est pas détectée facilement, NRPE, postfix et d'autres. En rétro, notre projet Ansible Roles, aujourd'hui, c'est 65 rôles, 1800 commits, plus de 10 000 lignes de code YAML utiles. Hein, donc, ce n'est pas la documentation, ce n'est pas les tests, etc. C'est vraiment des lignes de code. Ça fait 400 jours qu'on a démarré le projet. On a 14 contributeurs. Ça donne naissance donc à Evolinux V2. C'est très Debian-friendly, donc ça, vraiment, c'est conçu dans une optique pour que ça fonctionne bien avec Debian. On est capable de faire toutes nos nouvelles installs avec Ansible. Et certaines infrastructures clients sont même gérées complètement avec Ansible, c'est-à-dire pas juste l'installation, mais aussi toute la vie ensuite. Et on a donc une adoption et une participation interne et externe qui est grandissante, et ça c'est très appréciable. Et c'est pour ça qu'on considère que cette mutation, elle est réussie pour nous. Voilà. Merci. J'espère que vous avez des questions ou des remarques. Merci beaucoup. Quelle est la pire boulette que vous ayez faite avec Ansible? Quelles ont été les conséquences et comment vous avez réparé? Alors nous, on n'a pas fait celle-là, mais il y a un mythe qui dit que quelqu'un, par une erreur, a effacé tous ses serveurs et tous ses backups avec un outil d'automatisation. Bon, c'est un mythe parce qu'il paraît que c'était juste une blague pour faire buzzer. Quelle est la boulette qu'on a faite? Oui, alors oui, faire des modifications automatiques et puis on n'a pas de contrôle et on n'a plus d'accès SSH à la machine. Oui, ça on l'a fait. Voilà. Sur combien de machines? Y compris sur des... Alors là-dessus, je dirais qu'on est plutôt prudent. Donc on essaye de valider les choses une première fois sur une machine. Si on sait qu'on doit le faire sur plein, on ne l'applique pas aveuglément comme ça. Par contre, le faire sur une machine physique avec un accès data center qui n'est pas totalement trivial, voilà, ça on l'a fait. Et bon, après, il faut y aller. Mais... En complément, on fait aussi ce que j'appelle la méthode exponentielle. C'est que du coup, en fait, on fait sur une première machine, puis ensuite, après, une deuxième, et on augmente le nombre de machines sur lesquelles on applique. Donc, on a fait des erreurs, mais je n'ai pas souvenir sur un très grand nombre de machines. Au début, vous avez dit que vous avez utilisé les scripts faits par vous-même pour les sanity checks. Oui.
C'est toujours le cas d'ailleurs. Exactement, c'était ma question. Oui. Est-ce que check ou diff suffit ou vous devez quand même garder Alors le en sanity réalité, check? notre script EvoCheck fonctionne toujours et on n'a pas de raison de le changer. Mais on pourrait, si on avait à refaire de zéro, le faire avec des playbooks Ansible qui font le même résultat et qui seraient déployés. L'avantage là, c'est que ça tourne vraiment sur la machine. Ça produit aussi d'autres choses qui sont pas totalement triviales à faire avec Ansible, mais on pourrait arriver au même résultat. Oui, oui, c'est très pertinent ça. Et ça trouve encore beaucoup de problèmes en cible même, il est assez correct. Alors, je suis pas sûr de comprendre la Et est-ce question. que votre sanity check trouve encore beaucoup de problèmes ou... Alors, nos tests, nos sanity checks, ils servent surtout à vérifier, par exemple, qu'on a les bonnes permissions sur certains dossiers, des choses comme ça. C'est par exemple lorsqu'on a fait une installation manuelle ou une personnalisation manuelle, de s'assurer qu'on n'a pas dérivé de nos standards de qualité ou de nos standards de sécurité. Donc, lorsqu'on oublie, par exemple, d'avoir réactivé quelque chose après une phase de test sur une machine qui passe en prod et qu'on a oublié de faire certaines choses, ça peut nous aider à détecter qu'on a oublié certaines choses. Mais on n'a pas trouvé de problème entre la version Shell ou une approche Ansible, pas spécialement. Mais Tu disais que vous n'avez pas automatisé l'installation en elle-même, hein, le Debian installer. Oui. Il y a un problème quelconque. Est-ce qu'il y a des gens qui le font le avec temps. Ansible déjà? Je ne sais pas exactement, peut-être que certains de mes collègues sauront répondre, mais je pense qu'à partir du moment où on peut déclencher quelque chose automatiquement avec une action, avec une connexion SSH sur un outil, on doit pouvoir faire des tas de choses. On peut le faire sur de l'Amazon, on peut le faire sur des hyperviseurs où on a par exemple, nous on utilise pas mal le KVM, et on ne le fait pas, mais on sait le faire, on va dire au sens labo, au sens R&D, de se connecter sur un hyperviseur et de provisionner une VM. Et ensuite de dire, cette VM, comme on sait quelle sera son IP, elle peut être prise en main par un autre playbook ou par la suite du playbook pour être provisionnée, pour être configurée ensuite. On ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas vu l'intérêt, l'équation du temps. Combien de fois on va avoir à le faire, combien de temps ça coûte pour automatiser par rapport au temps que ça prend de le faire manuellement. Oui, c'est juste que peut-être il y a des gens qui ont déjà fait ça dans la communauté Ansible et en fait il n'y a pas grand chose à faire, juste configurer à quoi ressemble votre réseau pour qu'ensuite l'installation automatique du FAI, un Fully Automated Installer, puisse fonctionner. Alors nous on s'est plutôt intéressé à l'approche PXE, une PXE plus simple que FAI oui. complète, mais oui c'est des sujets intéressants. Voilà. On n'en installe pas suffisamment souvent, etc. pour justifier, mais en tout cas je pense que c'est tout à fait possible. Si vous préférez poser des questions en dehors ou plus longues ou quoi, on est présent. Il y a une bonne partie de l'équipe d'Evolix qui est là aujourd'hui. N'hésitez pas à venir nous voir. On est là les 2 jours. Ou nous contacter. On a différents moyens. Notre site web, un compte Twitter, un compte Mastodonte. Voilà, on a notre site web, etc. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci.